Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition d'Océanos, votre émission dédiée au nautisme, à l'aventure également et aux innovations techniques avec Vincent Larguin, comme toutes les semaines. Le sommaire tout de suite. Au sommaire d'Océanos, ce week-end qui marque le coup d'arrêt de 2 compétitions de haute volée en Nouvelle-Aquitaine, nous reviendrons sur le Engine Kite Tour et le Quicksilver et Roxy Pro France qui se sont déroulés à Arcachon et à Osgore. Dans notre rubrique Tech et Éco de cette semaine, nous parlerons planches de surf gonflables et nous reviendrons sur l'état de l'économie du surf avec le syndicat Euro-CIMA. Enfin, côté écologie, nous serons avec Simwax, une wax 100% bio pour vos planches. Cette semaine, le grand format nous amène à rencontrer Antonin Rangin, kitesurfer bien sûr de 31 ans. Il est l'un des meilleurs kitesurfers de sa génération. C'est notre long format sur Océanos. J'ai connu tout gosse, ses parents tenaient le restaurant Le Morgan à l'époque, des grosses soirées avec l'équipe de l'école d'ingénieurs. On a fait des contests, championnat de France, on a monté un club à l'époque. On a commencé nos aventures tout jeunes, dès l'âge de 15-16 ans, tous les deux, avec d'autres copains bien sûr. Et on a découvert le kite, il m'a fait découvrir le kite bien sûr sur le spot de Châtel. Voilà, ça a commencé en costume de lycée hôtelier, à sécher les cours d'art plastique pour venir rider sur le spot de Châtel-Aillon-Plage. Donc c'était très cool. Et de fil en aiguille, on a continué à vivre ensemble, voilà, parce qu'on est toujours ensemble. Ça va faire 14 ans que je côtoie cette petite énergumène. Antonin était là déjà à l'époque. Il nous préparait le matériel et 30 ans après, c'est lui qui nous fait le spectacle. Directeur de la CKS, avec ses 3 moniteurs, gros dynamisme, professionnalisme. Il habitait au bout de la plage, au bout de la rue. Sa maman lui a apporté son pique-nique et il a commencé avec une voile à caisson à l'époque et il faisait aussi du buggy. Il est multi-support, le Antonin. Depuis que j'ai commencé, il naviguait déjà, Antonin, à Châtel-Aillon, et ça fait une vingtaine d'années, pareil. Déjà à l'époque, il maîtrisait le domaine. Il avait quand même une belle référence, c'était quand même une belle référence en termes de saut et de technicité déjà, malgré son jeune âge. Et c'était impressionnant ce qu'il faisait déjà à l'époque. Un mot, c'est dur parce qu'il a beaucoup de qualités ce gamin, il est adorable, il n'a pas la grosse tête. Adorable, voilà. Exigeant. Je dirais machine. Ouais, franchement, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il le fait avec brio. C'est machine. Technicité, engagement, professionnalisme de par son métier.
Après, sur le côté extra professionnel, bien fait tard. La première fois que je l'ai rencontré, il était en études de cuisine. Donc je me suis dit, il est vachement plus joli en combinaison plutôt qu'en costard-cravate. Et non, bah ouais, voilà. Depuis 99, depuis qu'il a 8 ans. Tout ce qu'il entreprend, il est très exigeant envers lui-même. Rigueur, exigence, excellence. Voilà. C'est quelqu'un de simple et c'est mon ami quoi. Un peu introverti de temps en temps, beaucoup moins maintenant avec l'âge, mais il était plus introverti à l'époque. Il s'est amélioré, il s'est bonifié avec le temps même. Ça se voit d'ailleurs sur ses compètes. Il est plus sûr de lui mais ça m'inspire beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Ouais. C'est sa vie donc et puis bon vu qu'on a quand même partagé maintenant 15 ans ensemble, 16 années même ensemble. C'est une fierté d'abord pour lui-même, pour son parcours professionnel et sportif, et son dynamisme et sa joie de vivre. Le fait de faire partager aussi à des débutants sa passion, c'est terrible, c'est génial. C'est génial. Le kite, ça passe avant tout le reste. C'est sa passion. C'est ce qui le fait vivre. Donc s'il n'a pas ça, c'est plus Anto quoi. Donc, ouais, non. Il en fera jusqu'à ce qu'il ne pourra plus en faire. Pour moi la CKS c'est l'image un peu de la Charente-Maritime, la ville de La Rochelle, la communauté d'agglomération. Il est d'ailleurs sponsorisé par la Charente-Maritime. Et c'est hyper important je pense, c'est une belle image, c'est vraiment une belle image. On a des beaux sportifs en Charente-Maritime et Antonin en fait partie, il fait partie des meilleurs mondiaux donc forcément ça engendre beaucoup de fierté même chez des personnes qui ne le connaissent pas forcément. Voilà, moi j'ai des parents restaurateurs et j'en entends parler là-bas de par ses clients et ses amis. Je me demande comment mon pote s'en est sorti, l'histoire. C'est assez cool de voir des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas du tout du milieu du kite et qui s'intéressent à ce qu'un jeune de Châtel peut faire. Puis il peut retranscrire sur toute la France, puis même le monde entier, quoi. Il est quand même suivi par énormément de gens et je trouve ça super cool. Moi. Ah oui, c'est sûr quand on le suit sur les lives, quand il est à Cap Town et puis qu'il prend des grosses boîtes à 30 mètres de haut, qu'il a des problèmes avec son aile, que ça ressource pas et qu'il tombe comme une pierre, hein, ouais, là je peux te dire que tu te fais très peur à toi-même, ouais. Tu te poses beaucoup de questions. Tout de suite tu aurais envie d'appeler, c'est pas forcément possible mais ouais, tu cherches à avoir des infos très rapidement parce que enfin moi personnellement ça me mâche. Je sais que tous les potes proches d'Antonin seront du même avis que moi. On est un petit noyau dur et voilà, c'est hyper important pour nous de rester soudés comme ça entre nous. Voilà, avec Jonathan Bananavan qui arrive. Voilà, on fait partie de la même team, on a commencé ensemble au lycée hôtelier. Voilà. Jamais lâché.
Nous retrouvons comme d'habitude la deuxième partie de ce grand format tout à l'heure. Antonin Rangin, restez avec nous bien sûr à la découverte de ce kitesurfer d'exception. Tout de suite, le journal des compétitions, Vincent Larguin. Effectivement, Denis, côté surf, il y a eu du mouvement ce week-end. 2 ans après la victoire de Jérémy Flores au Quicksilver Pro, on s'en souvient. Cette fois, c'est Michel Bourrez qui s'est hissé jusqu'en finale. C'était ce samedi à Osgore et le Tahitien s'est battu corps et âme contre un Conor O'Leary en grande forme. À 35 ans, il ne cache plus son envie de participer au prochain JO de 2024 avec l'équipe de France. Côté féminine, c'est la costaricienne Brisa Hennessy qui s'est démarquée lors de ce Roxy Pro. La prochaine et dernière étape de ces Challenger Series fera étape justement au spot hawaïen d'Alewa du 26 novembre au 7 décembre. C'était la fin également ce week-end de la 3e édition 2021 de l'Engie Kite Tour organisée par le Cercle de Voile d'Arcachon. Cette dernière aura vu des kitesurfers et surfeuses d'exception s'affronter à Arcachon. Côté kitefoil, c'est Poema Newland et Benoît Gomez qui raflent la mise, Margot Lacoste et Rémi Lière en twin tip et enfin Alex Kazerg en planche directionnelle. La rubrique technologie, économie nous amène évidemment, encore une fois, au surf. L'idée est simple, disposer d'une planche de surf sans être encombré. Et oui Denis, cette semaine nous sommes avec Olayan, la branche surf avec un grand S de Decathlon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'air. Le concept est simple, avoir une planche de surf gonflable pour pouvoir rider facilement où que vous soyez. Je suis avec Mathilda Ollier, ingénieure chez Decathlon. Vous êtes à l'origine de cette planche, racontez-nous comment l'idée de cette planche vous est venue. Eh ben, y a des problématiques liées à la compacité. Nous, on s'intéresse pas mal aux emmerdements un petit peu des surfeurs, des pratiquants. Et donc, la compacité, on sait que c'était un souci pour la pratique du surf. Donc, nous, on avait identifié ça comme vraiment un point sur lequel il fallait essayer d'aller plus loin, travailler. Et puis aussi, on travaille sur la sécurité. Donc, c'est aussi une techno qui est plus... on va dire, qui est moins traumatisante en cas de choc qu'une planche de surf rigide. Donc, c'était l'idée aussi de travailler sur une solution qui soit plus sécuritaire pour des surfeurs et aussi, pourquoi pas, des familles qui veulent pratiquer le surf avec des enfants. On va dire que ce type de produit ne s'adresse pas aux surfeurs core, je dirais, du sud-ouest. En fait, c'est vraiment pour des personnes qui recherchent, qui veulent pratiquer, qui, pour des soucis de taille de planche, ne peuvent pas forcément aller sur les spots et profiter avec leur famille et qui ont des problèmes d'encombrement, que ce soit pour le transport dans la voiture, soit à la maison. Je dirais que en fait, les gens ont été super surpris après avoir testé la planche parce qu'elle se démarque un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais c'est vrai qu'à première vue, je dirais les surfeurs qu'on connaît, nous, sur la côte basque, n'étaient pas forcément emballés. Je pense pas que ce soit pour eux. En fait, ça dépend aussi du type de surf que vous pratiquez. Cette planche, elle n'est pas faite pour faire des manœuvres radicales comme ce qu'on peut faire avec des shortboards en résine, ça c'est clair. Mais quand aussi le développement des planches en mousse est arrivé, c'est des planches qui étaient un petit peu différentes, qu'on a appris à surfer différemment. Là, le gonflable, c'est pareil. C'est pas forcément décevant. Les gens sont assez surpris, trouvent ça vraiment fun à surfer. Par contre, c'est pas le même type de surf que ce qu'on peut faire avec une planche rigide. Nous, on avait vraiment besoin d'avoir une planche qui soit assez fine, contrairement aux planches de sup. Les sup, ça doit faire 8 cm d'épaisseur. Nous, on voulait partir sur du 5. Donc, il a fallu un temps d'adaptation et de la recherche avec nos équipes d'ingénieurs composants pour réussir à développer la matière qui allait bien, donc fine, mais qui apporte assez de rigidité pour être sûr que la planche, elle bouge pas après les take-off, quand on est sur la vague et quand on fait ses manœuvres. Donc, le challenge était vraiment là, réussir du coup à développer ce composant et réussir à faire en sorte d'avoir aussi dans les côtes, nous on avait besoin de rocker, de lift, donc c'était de réussir à mettre en place quand même tout ce dimensionnement de la planche avec cette techno.
Cette planche, elle est plutôt à destination des gens qui savent déjà bien surfer. Mais en tout cas, il ne faut pas chercher à vouloir faire des manœuvres radicales. C'est un type de surf type single, c'est des grandes courbes. Si on la surfe comme ça, la planche, elle marche très bien. Donc il faut quand même savoir prendre la vague de côté, faire un cutback et être doux dans ses appuis. Donc ça nécessite quand même d'avoir pas mal de maîtrise d'un niveau de surf qui soit quand même avancé. Donc ouais, nous on y croit. Et puis je vous parlais de la sécurité, ces planches-là, elles sont aussi, pour commencer avec des enfants, elles sont super. Donc je pense que c'est un tout à voir. C'est pas pour tout le monde. Voilà, si on vit nous sur la côte, qu'on a un garage, on a un break, on n'a pas ces soucis-là. Mais par contre, quand on est en ville ou qu'on a une grosse famille et qu'on n'a pas l'opportunité de toujours pouvoir emporter son matériel, ça fait une chouette alternative pour pratiquer. Merci Mathilda Ollier d'avoir été avec nous. On passe avec Franck Laporte côté économie. Vous êtes le président exécutif d'Eurocima, le syndicat des équipementiers du surf. Comment se porte pour vous le secteur en ce moment ? Eh bien, la filière glisse en Europe, elle se porte très bien aujourd'hui, puisqu'on fait partie des filières, je dirais, chanceuses de cette sortie de pandémie, de crise Covid, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre de citoyens français ou même européens ou internationaux ont des envies de grands espaces et de pratiques plein air. Et les 2 dernières saisons estivales ont été très très bonnes pour notre secteur économique, avec de fortes augmentations sur les catégories plutôt techniques et accessoires en lien avec la pratique, puisqu'on a de plus en plus de pratiquants souhaitant soit s'initier, soit progresser dans ces disciplines. Puisque nous on parle de surf, mais c'est au sens large du terme, ça regroupe toutes les pratiques glisse aquatiques, et aujourd'hui il y a un vrai essor du kitesurf, du wake surf, de la wing foil, du foil aussi, du surf foil aujourd'hui, et encore plus en termes de sport de masse, je parlerai du paddle, vous avez évoqué le gonflable. Donc aujourd'hui c'est énormément de champs d'activité qui s'ouvrent au-delà du surf et qui permettent d'avoir des leviers de croissance pour les entreprises. Donc on met en place un certain nombre de services pour les entreprises, pour les aider à s'implanter et se développer depuis le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Alors si on veut rentrer dans le détail, on a aujourd'hui un certain nombre d'incubateurs, hôtels d'entreprise, pépinières qui sont dédiés à cette filière pour accueillir les jeunes entrepreneurs. On a mis en place aussi un réseau aujourd'hui autour d'un Fab Lab et d'une halle créative sur Saint-Jean-de-Luz, permettant à des jeunes entrepreneurs aussi de tester et prototyper des nouveaux produits. Et au-delà de ça, on a aussi tout un réseau d'accompagnement à l'international, porté et accompagné par les collectivités territoriales, pour permettre à ces entreprises de croître et de se développer sur de nouveaux horizons. Mais aujourd'hui, l'enjeu des compétitions se joue autour du financier. Du financier pour organiser une compétition qui coûte plusieurs millions d'euros, et également des prize money pour faire venir les meilleurs surfeurs mondiaux. Donc aujourd'hui, c'est une négociation qu'on entame et sur laquelle on discute fermement avec les collectivités, puisque en comparaison, quand je vous citais tout à l'heure le Portugal, le ministère et l'État met énormément sur la table en termes de cofinancement, et c'est pas forcément le cas en France dans l'historique, puisque les compétitions étaient présentes depuis des années, et aujourd'hui on demande aux collectivités de s'investir un peu plus, et on est en train de développer une étude d'impact économique pour montrer ce que génère une compétition de surf sur l'arrière-saison, comme il y a eu là cette semaine. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, Antonin Rangin, ce kitesurfer de 31 ans, on est allé à sa découverte. Ses amis vous l'ont fait découvrir. Maintenant, c'est lui que nous allons découvrir à proprement parler, avec ses compétitions, son envie, ses rêves, sa progression. On l'écoute. Salut, donc je me présente, moi c'est Antonin Rangin, j'ai 31 ans et je fais du kite maintenant depuis 23 ans, majoritairement sur cette plage de Châtelaillon. Alors je suis professionnel en kite de 2 façons. Premièrement, j'ai une école de kite depuis un peu plus de 10 ans, donc on pourrait dire que je suis professionnel dans le kite grâce à ça, mais aussi en tant que pro rider avec mes sponsors et mes compétitions, et là je pourrais dire aussi que je suis professionnel dans le kite sur ce biais-là aussi. Après, effectivement, ça ne me fait pas vivre du kite, cette partie de compétition et de sponsoring, mais plutôt la partie école, et je m'éclate aussi bien là-dedans.
c'est une grande passion pour moi de former des gens en kitesurf. C'est une grosse passion et je dirais que c'est presque 50-50. Est-ce que j'aimerais vivre du kitesurf par la suite, on va dire sans parler de mon école? C'est toujours intéressant. Après je dirais que c'est 50-50. J'aimerais continuer à faire des compètes, m'amuser dans le kite, mais en même temps former des gens et avoir mon école, c'est aussi mon bébé et j'adore ça. Alors mes tout débuts dans le kitesurf, ça s'est passé non pas en kitesurf mais en cerf-volant. J'ai commencé sur cette plage de Châtelaillon en 1997 avec un petit cerf-volant de plage déjà, forcément triangulaire. Je montais sur le dos des copains qui s'amusaient à faire du saut à cerf-volant. Donc ça c'était la discipline principale avant que le kitesurf existe. Donc on s'amusait à faire du saut à cerf-volant. J'ai eu mes premières ailes de traction peut-être à 7-8 ans et j'ai commencé à m'amuser à me faire tracter sur la plage et apprendre à faire voler ce gros cerf-volant. Ce gros, on va dire, j'étais petit donc il faisait peut-être 3 mètres mais déjà il y avait une belle traction, j'allais m'amuser dans les tempêtes etc, à essayer de me faire des sauts, des traînées sur la plage etc. C'était mes premières expériences avant que ça arrive le kitesurf et même encore avant il y avait le buggy, le char à cerf-volant. Donc j'ai commencé à faire du buggy sur la plage, on va dire l'année après avoir appris le cerf-volant. Là c'était vraiment les premières sensations de glisse avec le vent, la plage, les éléments naturels, donc ça c'était vraiment génial. Et un jour, je sais pas, il y a des fous dans le monde qui se sont dit faut essayer ça sur la mer, ça peut être délire. Je pense que ça venait aussi du ski nautique, etc. On s'est dit on peut peut-être se faire tracter par un gros cerf-volant sur un surf. Et c'était des débuts un petit peu laborieux. Parce que c'était que des adultes qui essayaient avec des gros cerfs-volants et des planches sur lesquelles ils coulaient. Et je me souviens effectivement de ma première fois, et là c'était assez incroyable, je suis monté sur un surf et le fait d'être petit, léger, je flottais dessus. J'ai pris mon cerf-volant que je commençais à bien apprivoiser et je suis parti du premier coup. Donc j'ai été un petit peu dans les premiers kitesurfers, ça c'est sûr, en France. Et sur cette plage de Châtelaillon aussi, et c'était un bon délire d'aller faire le premier bord sur un surf avec un cerf-volant dans l'eau, sans combinaison, en jogging. Et je devais avoir, je sais pas quel âge, mais je pense que je devais avoir 7-8 ans, c'était un bon délire. Le matériel n'était pas du tout adapté, le cerf-volant qui tombait dans l'eau coulait, donc on était quelques-uns à apprendre et c'est vrai que c'était un bon délire. Alors le kitesurf ça a énormément évolué depuis toutes ces années. Maintenant ça fait plus de 20 ans. Effectivement à l'époque on pouvait dire que ce sport c'était un sport dangereux, physique. Maintenant c'est devenu accessible à tous avec des voiles vraiment faciles d'accès, vraiment pour tout le monde. Alors j'ai eu beaucoup de frayeurs en kite effectivement sur les débuts, où s'il y avait un problème au tout début on lâchait juste ces 2 manettes de cerf-volant et le cerf-volant s'en allait, donc on allait souvent les chercher sur les toits des maisons. Mais après on a commencé à attaquer avec des harnais, donc le but est d'être accroché et solidarisé au cerf-volant. Les premières sécurités ont existé mais ne fonctionnaient pas parfaitement. On accrochait régulièrement des mousquetons pour être sûr à 100% que ça s'en aille pas. Mais le problème c'est que quand ça partait pas très bien, on ne pouvait pas se désolidariser du cerf-volant et au final on se faisait tracter un petit peu fort. J'ai fini quelques fois dans les rochers sur lequel je suis assis ou dans la dune à côté. Ça pouvait être dangereux à l'époque et j'ai eu beaucoup de frayeurs. J'ai fini quelques fois à l'hôpital, je me suis cassé pas mal de choses.
Mais je dirais que maintenant avec l'âge je fais attention et le matériel a évolué, donc forcément ça change tout. Ah ouais, réellement ouais, ça valait le coup de commencer, de se faire ses frayeurs, de se faire mal, mais maintenant je changerai pour rien au monde, c'est sûr. Les plus gros soutiens que j'ai eu dans toute ma carrière en kite, ça a été effectivement ma famille, mes parents et mes amis qui m'ont toujours soutenu. Alors pour le kitesurf, il y a plein de spots dans le monde. Maintenant, s'il y a de l'eau et du vent, concrètement, il y a du kite et il y en a partout. Après, j'ai pas vraiment de meilleur spot, même si j'ai quand même une petite préférence sur Cape Town en Afrique du Sud, où le vent est très fort, c'est un vent très dense qui porte. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'envoler facilement à une vingtaine de mètres de haut, sans forcer. Et avec un vent qui porte, c'est-à-dire qu'on va rester très longtemps en l'air. On peut rester une dizaine de secondes, ça paraît peu, mais au final 10 secondes en l'air, c'est énorme, c'est presque du parapente. Mais après évidemment j'adore tous les spots où il fait beau, où il fait chaud, comme le Brésil ou autre, où ça vaut le coup aussi, hein, c'est sûr. Le vent est moins fort, mais il y en a partout et j'ai pas de meilleur spot. J'aime bien justement voyager partout et découvrir des spots chaque année. Alors je dirais que les premières fois monter à 20 mètres de haut, c'est sûr que c'est incroyable. C'est une sensation incroyable de monter, de voir. C'est une vision quand même assez différente où d'habitude on voit un petit peu autour de soi, mais on voit pas le dessus des toits des maisons ou même des buildings. Et là, arrivé à des fois 25 mètres de haut, on commence à voir la ville derrière les buildings et on se dit bon là je suis haut. Après c'est difficile de visualiser, de se dire réellement à quelle hauteur je suis. Mais c'est sûr que c'est incroyable. Là on se retrouve haut, quasiment à la hauteur des autres cerfs-volants. Et non, la sensation elle est incroyable. Et après je dirais que le plus impressionnant, c'est d'envoyer une figure à cette hauteur-là qui, si possible, est assez impressionnante, des figures dangereuses. Et là faut pas tomber. Maintenant je commence à comprendre la compétition, j'ai plus le stress de la compétition comme tous les jeunes qui arrivent, et j'ai pas non plus le stress de certaines personnes qui en vivent réellement et qui ont besoin de faire du résultat. Et au final ça m'avantage énormément d'arriver sans stress et de me dire on verra ce qui va se passer. Et moi principalement je suis là pour m'amuser, montrer ce que je sais faire, et au final à chaque fois ça paye. C'est difficile de s'entraîner seul. La plupart des riders qui étaient en compétition avec moi naviguaient ensemble, s'entraînaient ensemble. Et c'est sûr qu'au début, pour moi, j'arrivais devant les stars, ceux qui sont tout le temps dans les magazines. Ça impressionne. Mais après, est-ce que j'avais un gros stress? Je sais pas. Moi, j'étais surtout là pour m'amuser, rencontrer les gens et d'être avec des pros à côté de moi. Et c'était incroyable de les rencontrer. Ouais. Il y a énormément de riders qui m'ont inspiré. Après, je suis toujours resté dans le big air. Donc le big air et le old school. Ça fait longtemps que je fais du kite. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les board-off, enlever la planche, la remettre. Étienne Lotte, même des prénoms comme Thomas Coquelet, c'est une personne qui, je pense, fait plus de kite maintenant, ou du moins, peut-être moins, en tout cas, elle est plus sur le devant de la scène. Mais c'est plein de gens où je me suis dit un jour, j'aimerais bien être comme eux. Je dirais que j'ai toujours ce style old school dans le kitesurf, parce que j'ai toujours regardé en fait des figures qui sont old school, comme enlever la planche et la remettre, qu'on appelle le board off, ou faire des rotations. Le kitesurf c'est vachement passé sur la race, le foil et le freestyle,
donc on va dire passer le bâton dans le dos, passer la barre dans le dos, un peu comme le wakeboard. Et moi j'ai toujours préféré le rêve d'Icare, voler, rester en haut, et c'est quelque chose qui maintenant revient en compétition. Et d'ailleurs c'est en train d'exploser, je dirais pas devant toutes les autres disciplines, mais c'est en train de bien monter. Chaque jour, on voit des nouvelles figures qui arrivent. C'est assez incroyable et je pense que ça évolue même dans le matériel, avec des matériaux qui évoluent comme dans tous les sports. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer rien que dans 5 ans, où je pense que ça va avoir évolué. Et dans 30 ans, si je suis encore dans le kitesurf, je pense que ça va être incroyable. Et j'espère faire du kite toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Après, jusqu'à ce que mon corps tienne, parce que forcément à force de faire du kite, on se blesse, on fatigue. Au début, on tombe, bon, on se relève, on est reparti. À 31 ans, je suis pas vieux, mais je commence à sentir beaucoup plus les grosses boîtes qu'on prend dans l'eau. Mais je me relève et je continue, et j'espère que ça continuera longtemps. Ouais. Et j'espère que ça continuera longtemps, d'avoir autant de futurs passionnés de kitesurf. C'est vrai que tous les gens qui viennent dans le kite, ils viennent de mondes différents, de statuts différents et d'âges différents. C'est assez incroyable d'avoir une personne âgée par exemple qui va avoir peut-être 80 ans et qui va se dire je fais pas de sport, je vais me mettre au kite, et au final il y arrive. Tant bien que mal, au début ça peut être difficile, forcément plus difficile qu'une personne de 15 ans, mais une fois qu'il y arrive, qu'il ride et qu'il te fait ça sur le spot, tu dis waouh, voilà, j'ai réussi, c'est le pari est gagné quoi. Et après les petits jeunes, pareil, j'ai un petit jeune en ce moment en cours qui doit avoir maintenant 14 ans, et progression énorme, et peut-être qu'un jour il fera de la compète. Et je sais pas, c'est vraiment une passion aussi d'enseigner et de se dire ça y est, le petit jeune il y arrive, il fait des sauts, et puis peut-être qu'un jour il va me rattraper, et j'espère en tout cas. Alors est-ce que je suis le tonton kitesurfer, tonton kiter du spot? Je sais pas. Je dirais que j'ai 31 ans, je commence à être l'un des plus vieux kitesurfers qui en a le pratiqué le plus, je dirais. Mais en tout cas je suis pas le plus vieux, donc on verra. Pour l'instant non, j'espère que je suis encore le jeune du spot. La session elle était sympa, on va dire que c'était mieux que rien. Évidemment j'aurais préféré être à l'eau hier où il y avait beaucoup plus de vent, hier soir du moins dans la nuit, mais non, mais c'était cool, c'est mieux que rien d'être dans l'eau, c'est toujours bon. Je trouve que les plages sont toujours trop polluées, ça c'est sûr et certain. Après il y a de plus en plus d'organismes et beaucoup de kitesurfers qui s'y mettent, et les associations font des nettoyages de plages, et c'est sûr que j'encourage énormément les gens à passer, ramasser 2-3 bouts de plastique quand on y va. C'est toujours intéressant de faire ça, c'est sûr et certain. Alors évidemment les plages les plus polluées pour moi c'est celles qui sont à l'étranger, évidemment, parce que c'est leur quotidien et c'est pas dans leur culture d'aller nettoyer les plages, mais j'espère un jour, et ça commence à arriver, on nettoiera toutes les plages et la mer surtout. Effectivement c'est sûrement notre pollution, mais non c'est sûr, mais ça arrive de plus en plus. J'ai pas vraiment eu de rêve de gosse, mais c'est sûr que quand je me suis mis au kite, donc c'est un rêve de gosse quand même, je me suis dit tiens, j'aimerais bien être comme ceux qui sont dans les magazines un jour, arriver à être à haut niveau et vivre de ma passion, et j'ai réussi et j'en suis fier et super heureux. Et je lâcherai pas le morceau, ça c'est sûr.
Même chose que pour les autres rubriques, vous avez l'habitude maintenant de ce rendez-vous écologique. Vous allez voir, il y a là aussi une grande innovation. Effectivement, Denis, vous connaissez tous la wax. C'est un mélange en grande partie composé de cire qui permet à vos planches d'adhérer en mer. Une cire qui malheureusement provient bien trop souvent de la pétrochimie, alors qu'il existe des alternatives possibles. Pour lutter contre cette dérive, tout simplement, les créateurs de Simwax ont pensé à une wax fabriquée à base de cire d'abeille et une résine de pin landais qui est fabriquée uniquement à base de produits naturels. La wax est fabriquée à la main par des passionnés qui vivent à quelques encablures de l'océan. C'est vraiment une idée qui serait capable de révolutionner la manière dont on s'accroche à nos planches. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir évidemment comme d'habitude pour ce 4e numéro d'Océanos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Un grand rendez-vous, un énorme rendez-vous. Le skipper Yves Parlier sera avec nous.